Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Back to College, ce format de podcast dans lequel je reviens seul sur l'actualité du college football, du football universitaire américain. Et il y en a de l'actualité en ce moment. C'est pour ça, je reviens après une petite période d'absence où on s'est consacré avec Louis sur nos débriefs de NFL. Mais là, il y a du show, il y a du breaking news et je me devais de faire une petite vidéo recap du championnat universitaire parce qu'on a plusieurs infos. On a les finalistes pour le Heisman, le trophée Heisman, c'est-à-dire le MVP tout simplement de la saison de college football. Et on a aussi évidemment, bien sûr, l'info sûrement de la semaine qui est tombée dimanche en fin d'après-midi en française. C'est officiel, on connaît les 12 équipes retenues pour cette première édition des playoffs à 12 au college football. On sait que historiquement, enfin depuis qu'il y a des playoffs en 2014, c'est 4 équipes généralement qui font playoffs. C'est enfin élargi, le spectre est élargi, il y a du débat sur les équipes qui ont été retenues. On va parler de ça, c'est un petit peu le sujet et le thème de la vidéo, revenir sur les 12 équipes qualifiées aux playoffs et les derniers candidats pour remporter ce titre du Heisman et du meilleur joueur de l'année. Avec aussi l'objectif de vous donner des petits pronos, vous dire ce que j'en pense et ce que j'en pense simplement de cette saison de college football qui vient de s'arrêter du coup pour sa phase saison régulière avec les prochains matchs qui seront soit les playoffs pour les 12 meilleures équipes, soit les bowls, c'est-à-dire ces rivalités historiques, ces trophées on va dire de fin de saison que se disputent énormément d'équipes en fonction de leurs rankings. Voilà pour tout ça, on peut directement commencer du coup avec bien sûr les 12 équipes qui joueront jusqu'au 20 janvier, qui essayeront d'aller à Atlanta pour gagner ce titre national tant prisé sur des centaines de programmes universitaires. Il n'en restera qu'une, il n'en reste déjà plus que 12 équipes. Alors je vous avais déjà un peu expliqué ça, mais pour le rappel du coup il y a 5 équipes championnes de conférence qui sont qualifiées aux playoffs, dont 4 qui ont une semaine de repos et qui seront lancés, on va dire, à partir du moment des quarts de finale. Et une qui jouera dès les huitièmes. Et encore 7 autres places qui sont données aux 7 autres meilleures équipes, peu importe leur classement dans les conférences, mais d'un point de vue général, en regardant leurs records, leurs matchs, les oppositions qu'elles ont pu avoir, etc. Il y a un comité qui travaille là-dessus à la NCAA toute l'année, qui analyse chaque équipe, qui analyse les différents rankings. Moi, je me fie généralement plus au ranking de la AP, l'Associated Press, qui est quand même bien fiable. Mais voilà, il y a différents rankings et à la fin, au travers ces rankings, cette commission, ce jury a retenu 7 équipes qui du coup méritaient elles aussi d'aller aux playoffs. Du coup, on va commencer par les équipes qui ont été qualifiées en gagnant leur conférence. La première d'entre elles, c'est bien sûr, j'ai envie de vous dire bien sûr, parce que c'est l'équipe qui vraiment marche sur le championnat cette année, c'est Oregon. Oregon, seule et unique équipe encore invaincue. Ils sont 13-0. Ils sont premiers de tous les rankings. Et en plus, ils sont imposés ce week-end contre Penn State, 45-37. Et ils sont allés gagner la conférence de la Big Ten, l'une des 4 conférences les plus prestigieuses. C'est vraiment une prestation à ne pas sous-estimer parce que Oregon est une nouvelle équipe universitaire dans cette conférence. On sait qu'historiquement, Oregon est dans la conférence de la Pac-12, mais que cette conférence a été démantelée cette année-là et que du coup, Oregon a dû changer de classe, j'ai envie de dire, se retrouve dans une nouvelle conférence historique, qu'elle a pourtant réussi à gagner, en s'imposant du coup à Indianapolis face à Penn State, équipe pour le coup historique de la Big Ten. Et voilà, quand même, c'est pour dire, il y a du lourd du côté d'Eugène en Oregon. C'est une très très grosse équipe à surveiller et qui est du coup première qualifiée, qui aura une bye week et qui est du coup déjà dans ce carré final et qui attend de connaître son adversaire. Deuxième équipe qualifiée déjà pour le second tour, c'est Georgia, l'Université de Georgia qui s'est imposée, qui a remporté ce week-end la ACC, la conférence pour moi la plus prestigieuse, où il y a le plus de grosses équipes
plus de rivalité face à Texas, nouveau aussi dans la conférence. Victoire 22-19 de Georgia, qui a fait une saison un peu en trompe-l'œil. Ça partait mal, c'était difficile, mais là, ils ont réussi à s'imposer, gagner la ACC. Ils finissent second des rankings de manière générale. Et de toute manière, vu qu'ils gagnent la ACC, ils sont directement qualifiés au playoff, les Bulldogs de Georgia, qu'on attendra de voir jouer du coup au second tour. Troisième équipe qualifiée, et là, ça devient plus surprenant, déjà plus intéressant, c'est Boise State. Cette petite équipe de la capitale de l'Idaho, cet état aussi du nord-ouest des États-Unis. Pas une grosse équipe universitaire. Franchement, même si vous suivez le championnat, je pense qu'il y a de fortes chances que vous la découvriez cette année. Mais qui a dans ses rangs Michael Myers lui-même. Ashton Gentil, le running back, qui fait une saison exceptionnelle. Je vais reparler de lui plus tard dans cette question et de savoir qui sera la Heisman Trophy. Il fait bien sûr partie des finalistes. C'est un gros joueur, grosse star du championnat universitaire à suivre. Ce qu'il peut faire, ça peut vraiment devenir une légende. Mais du coup, il a porté vraiment son équipe qui championne de sa conférence qui est la Mountain West. Franchement, c'est pas une super grande conférence. C'est pas une conférence connue, ni même, j'ai envie de dire, respectée. Hein. Mais pourtant, avec ses performances et leur record de 12-1 avec une seule défaite face à Oregon, ils ont perdu. C'était un match serré, hein, alors que Oregon est une bien meilleure équipe de base. Ça a permis à Boise State directement de se qualifier pour ce second tour des playoffs et de sécure une belle place en playoffs. Autre équipe qualifiée aussi, la dernière qui aura le droit à une semaine de repos en plus. C'est aussi une surprise, c'est Arizona State, les Sun Devils d'Arizona. C'est même pas forcément la plus grande université d'Arizona, l'université d'Arizona tout court qui est aussi bien forte. Mais Arizona State, qui a vu passer dans ses rangs, il me semble, Léon Marchand, lors de ses années de natation là-bas. Franchement, Arizona, c'est du solide. Ils ont gagné la conférence de la Big 12, du coup, face à Iowa State. Et ça leur a permis de se qualifier directement pour ce second tour. Voilà pour les 4 premières équipes qui, du coup, auront une semaine de plus que les autres pour se reposer, qui attendront leur adversaire d'ici 2 semaines, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de match, à part le gros étendu Army versus Navy, ce match, cette rivalité entre l'équipe de la marine et de l'école de l'armée de terre aux États-Unis. Mais voilà, passons pour cet aparté. Oregon, Georgia, Arizona State, Boise State sont des équipes déjà qualifiées pour le second tour des playoffs. Qui sont les adversaires qui vont rejoindre forcément ces 4 équipes au second tour? Et il y a Texas qui s'est qualifié malgré sa défaite face à Georgia dans la conférence ACC. Ça reste solide, Texas, ça reste à voir avec un record très solide. Et du coup, ça finit 5e au ranking général et ça affrontera du coup Clemson en 8e de finale, si on peut dire. Premier 8e de finale, Texas contre Clemson. Alors Clemson, franchement, ils ont fait une saison incroyable. J'aurais pas misé sur eux. Personne n'y croyait plus vraiment à les voir en play-off. C'est une université historique, certes, mais qui n'était pas dans ses meilleurs jours. Et pourtant, ils ont profité du flop de l'université de Miami, qui leur a permis d'aller à la finale de leur conférence, la ACC, et de la gagner face à SMU, une équipe qu'on reverra après. Mais du coup, c'est pour ça que Clemson est qualifié et que Clemson va jouer contre Texas. C'est en tant que dernier champion de conférence qualifié, non pas directement au second tour, mais juste qualifié au play-off. C'est quand même une prestation, hein, parce que Clemson, de manière générale, sur la saison, est classé 16e, mais parce que Clemson a gagné la conférence ACC, elle va au play-off et elle affrontera Texas, le vainqueur, et devant jouer du coup contre Arizona State. Voilà. Autre match de premier tour des playoffs qui nous attend, c'est Penn State, l'université de Pennsylvanie qualifiée malgré elle aussi sa défaite en finale de conférence face à l'université du coup de SMU.
haute surprise, SMU est qualifié au playoff. Ça a fait beaucoup de bruit. On sait que SMU a fait une belle saison, un beau record, mais franchement, c'est pas une grosse université. Elle n'a pas joué vraiment contre de grosses équipes. Ça a fait beaucoup de bruit. Elle a pris la place à une université historique, dont je vais parler après, mais voilà. SMU est qualifié. SMU jouera contre Penn State. Ils ont un très bon quarterback, SMU, Kevin Jennings, à surveiller. Mais voilà, c'est l'une des surprises de ces playoffs. Penn State SMU. Le vainqueur de ce match jouera contre le Boise State, du coup, de Ashton Genty, en quart de finale. Autre match de premier tour. Notre-Dame, une université indépendante qui n'est dans aucune conférence, mais qui est très forte avec une seule défaite cette saison de Notre-Dame face à Indiana. Aussi une surprise. Indiana, une surprise de cette année. Eux, c'est encore plus alloué parce que c'est vraiment pas une grosse université. On pourra peut-être aussi leur reprocher de ne pas avoir joué tellement de ça contre des autres équipes. Mais ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils ont gagné une conférence. Ils étaient dans la Big Ten que Oregon a gagné. Et pourtant, c'est juste par leur performance et leur classement général qu'ils se retrouvent au playoff. Et du coup, ils joueront les hommes d'Indiana contre Notre-Dame. Le vainqueur ira donc jouer contre Georgia, la très grosse équipe de Georgia, au second tour. Dernier match de playoff à annoncer, dernière équipe. C'est donc Tennessee et Ohio State. Et ça pour moi, c'est de l'affiche. C'est la plus grosse affiche de ce premier tour qu'on risque d'avoir. Franchement, deux grosses équipes qui se valent. Tennessee m'a surpris cette saison. Ils ont fait des très gros matchs. Ils ont battu des grosses équipes, des gros rivaux dans la ACC. Ils ont réussi à se qualifier dans cette conférence de la mort, à avoir une place et un beau record qui leur permet de se retrouver là au playoff. Ils vont jouer contre Ohio State. Alors Ohio State, vraiment c'est du très lourd aussi. Ça a marché sur le championnat universitaire. Ils s'étaient juste inclinés contre Oregon de justesse dans mon tout premier débrief Back to College. Et là, ils sont allés s'incliner contre leur rival historique, contre le match avec peut-être le plus de tension du championnat universitaire. C'est Ohio State contre Michigan. The Game. C'est littéralement le surnom de cette rivalité. The Game. Le match. C'est pour vous dire à quel point c'est un match important aux États-Unis. C'est vraiment la plus grosse rivalité de college. Il y a énormément de rivalités en college. C'est ça aussi que j'apprécie. Il y en a plus et elles sont plus marquées qu'en NFL. Et là, malgré le fait que Michigan fait une mauvaise saison, vous l'avez remarqué, ils ne sont pas au playoff. Ohio State, grand favori, perdu ce match. 4e défaite de suite face à leur rival historique. Alors que cette année, c'était vraiment l'année pour les battre. Ça leur a fait mal au mental. Et ça a fait mal aussi à leur public. Et du coup, ça a fait un peu chuter Ohio State, qui n'a même pas joué la finale de conférence et qui se retrouve là à devoir jouer contre Tennessee. Ohio State-Tennessee, le vainqueur ira jouer contre Oregon. J'en ai parlé avant, vraiment très grosse équipe d'Oregon. Compliqué cette partie-là du tableau, mais très intéressante. Du coup, c'est des très beaux matchs que je vous recommande vraiment de suivre. Vous pouvez trouver assez facilement en plus des diffusions. Et voilà. Hâte de suivre ça et de débriefer tout ça avec vous. Petit récap, du coup, les 12 équipes qui auront playoff de college football sont donc Oregon, Georgia, Boise State, Arizona State, Clemson, Texas, SMU, Penn State, Notre-Dame, Indiana, Ohio State et Tennessee. Voilà. Je vous laisserai regarder un petit tableau pour voir les différentes affiches, les différents parcours, quelle équipe affrontera qui en fonction des victoires. Mais en tout cas, voilà, c'est affaire à suivre, affaire très intéressante à suivre. Et ça reste une belle grille de play-off. Je suis un peu déçu. À titre personnel, parce que voilà, je vais être honnête avec vous, il y a des universités que j'apprécie bien qui ont flop clairement cette saison. LSU a trop flop, c'était sûr depuis quelques semaines qu'ils n'allaient pas aller au playoff. Ole Miss, l'université du Mississippi, avec son quarterback Jackson Dart que j'aime bien aussi, rate les playoffs de justesse. Et surtout Alabama, l'université d'Alabama Roll Tide. C'est pas original ce que je vous dis, mais voilà, c'est une très grosse université, mais c'est une université que j'apprécie bien. Donc, je suis un peu tombé amoureux, on peut dire, la saison dernière. J'apprécie bien leur quarterback, Jalen Monroe, leur receveur star, freshman, Ryan Williams. Voilà, je me suis un petit peu attaché l'année dernière à cette équipe
d'Alabama qui avait perdu de justesse en demi-finale contre Michigan. Là, ils ratent les playoffs, ils manquent les playoffs. C'est la première saison sans leur coach historique, Nick Saban. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je trouve que c'est pas forcément normal. C'est SMU, hein, l'université qui leur a volé la place. Et tout le débat aux États-Unis se fait. Toujours, il y en a des débats quand on laisse juste un petit comité et choisir qui ira au playoff. De toute façon, c'est sûr que ça va mener à des débats. Mais la question, c'est en gros, est-ce qu'on doit regarder au final le record et voir voilà, si une équipe est invaincue ou elle a perdu que un match et la féliciter pour ça, ou alors est-ce qu'on doit aussi regarder la difficulté des affrontements. Et pour le coup, SMU a qu'une seule défaite, mais SMU n'a pas joué tellement contre de grosses équipes, alors qu'Alabama c'est vraiment battu contre toute l'ACC, contre Texas, contre Georgia, contre Tennessee, contre toutes ces équipes-là, même contre South Carolina qui a fait une belle saison régulière, qui aurait peut-être pu aussi mériter une place en playoff. C'est Nick Saban, un coach que j'admire et que j'apprécie, dont je vais reprendre les propos. Il est maintenant à la retraite du coup. Le coach historique d'Alabama, il est consultant sur la fameuse et très marrante émission de Pat McAfee, le Pat McAfee Show. Et il disait, je sais plus si c'était dans cette émission ou sur une autre chaîne télévisée américaine, que voilà, lui, bon, bien sûr, en tant qu'ancien coach de Alabama, il va soutenir son équipe, mais qu'effectivement, Alabama, qui a battu Georgia, qui a fait des grosses choses quand même dans certains matchs, c'est un peu frustrant que l'équipe soit pas qualifiée. J'ai envie de vous dire, ainsi soit-il. Pour moi, ça enlève un peu de spectacle à ces playoffs. Mais effectivement, c'est frustrant pour Alabama qui, j'en ai déjà parlé, mais je le répète, a fait pour moi un des plus grands matchs et le plus beau, tout simplement. Tout championnat confondu de football américain cette saison, contre Georgia. Ils ont marché sur Georgia, même si Georgia est revenu en fin de match, mais c'était vraiment exceptionnel. Georgia, deuxième meilleure équipe de college, qui a perdu contre Alabama, et pourtant Alabama n'y va pas au playoff, quoi. Bon, ça peut être assez frustrant, ça nous fait rentrer des équipes un petit peu moins bling-bling, mais qui quand même méritent leur place. Ils y sont et ils auront à donner le meilleur de ce qu'ils peuvent. Mais voilà, je vois plutôt bien Penn State battre SMU. Notre-Dame contre Indiana, c'est un peu plus serré, mais Notre-Dame peut le faire. Clemson, c'est peut-être un peu difficile aussi pour eux. Pareil, Arizona State qui est bien placé dans ses playoffs, risque de perdre. Voilà, c'est pour ça que je trouve que on peut se retrouver face à dans des situations où c'est un peu trop inégal, certaines confrontations. C'est ce que je reprocherais au championnat universitaire, qui a beaucoup moins en NFL, où en NFL il y a quand même des chocs toutes les semaines. Il y a beaucoup de matchs entre grosses et petites universités au championnat universitaire, et ce choix des playoffs, ça va peut-être que faire qu'on va continuer dans ce sens et avoir des saisons régulières très orientées sur des équipes qui voudront juste gagner, être invaincues, et qui du coup accepteront d'affronter des petites universités, ce qui est moins intéressant pour le divertissement, et voilà. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas un calendrier fixé par une ligue ou quoi, c'est vraiment les universités qui choisissent entre elles leurs adversaires. Bien sûr, elles jouent contre toutes les équipes de leur conférence, mais au-delà, elles jouent d'autres matchs, et voilà, c'est à suivre pour aussi tout l'aspect spectateur du championnat universitaire, c'est quelque chose à suivre, et voilà. En tout cas, on suivra ces playoffs et on espérera que malgré la présence de petites équipes, on aura des gros matchs. Voilà pour cet aspect college playoff. Si je dois vous donner un pronostic, c'est très basique, très bidon. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais je verrai bien une finale la plus attendue. Oregon contre Georgia, les deux meilleures équipes qui peuvent se retrouver qu'en finale. Et pour le coup, pour moi, ça serait une grosse affiche, un gros match, une belle finale de championnat universitaire. Georgia serait d'ailleurs à domicile, ça leur permettrait peut-être de compenser la perte de leur quarterback titulaire Carson Beck, qui s'est blessé lors de cette dernière semaine. Mais bon, son remplaçant Clayton a bien fait le taf dès qu'il est rentré. Affaire à suivre pour tout ça, et c'est des matchs, comme dit, sur lesquels je souhaite revenir plus tard. Voilà pour l'aspect équipe. Maintenant, juste au moment où je commençais à faire cette vidéo, les gars, les finalistes du Heisman Trophy, le fameux trophée MVP du championnat universitaire, qui vraiment nourrit un CV, notamment si on va être drafté. Pour le coup, il me semble que c'est l'attention de tous les joueurs finalistes. Il y a 4 finalistes
pour la remise du trophée qui aura lieu à New York. Travis Hunter, Cam Ward, Ashton Jeanty et Dylan Gabriel. C'est intéressant. Parce que ça me permettra aussi de parler de joueurs qui sont dans des équipes qu'on verra pas au play-off. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est Travis Hunter, la star, la rock star du football universitaire. Si vous suivez de proche ou de loin le foot US, vous avez déjà entendu parler de lui. Et du coup, hybride, c'est un joueur hybride qui joue à la fois cornerback en défense et receveur en attaque pour l'université de Colorado. L'équipe coachée par la légende Deion Sanders, coach prime. Un joueur qui était d'ailleurs aussi hybride, des fois running back, mais surtout cornerback, légendaire de NFL dans les années 90, qui maintenant coach ses deux fils, dont le quarterback Shedeur Sanders de Colorado. Cette équipe de Colorado qui n'aura pas réussi à aller au playoff, qui aura fait une belle saison, et Travis Hunter qui est vraiment le gros favori pour gagner le trophée Heisman, vraiment la superstar du collège, qui a de fortes chances d'être premier pick de la draft. En tout cas, moi je le prendrai. À part si je fais une équipe NFL qui a un très mauvais quarterback, mais franchement c'est un joueur exceptionnel. Ce qu'il fait des deux côtés du terrain, quand il enchaîne les drives, il est là à la fois sur les interceptions en défense et bien sûr sur les touchdowns en attaque. Franchement c'est un très très beau joueur à suivre qui mériterait son trophée. Le deuxième finaliste du coup c'est Ashton Jeanty, running back de Boise State, avec des stats incroyables dont j'ai déjà parlé avant, Michael Myers. Jeanty Hunter, c'est le gros débat, c'est les deux finalistes favoris. Les deux le mériteraient et franchement, ça va être affaire à suivre parce que vraiment, c'est des gros joueurs. J'ai même envie de vous dire que la finale se joue entre eux parce que pour moi, si c'est pas un des deux qui est là, c'est pas normal. Sans vouloir faire d'affront aux deux derniers joueurs, Cam Ward, quarterback de l'Université de Miami, connu un peu pour être un mec nonchalant qui est comme ça chill sur le terrain, mais qui a fait une très belle saison avec l'Université de Miami, qui a remis l'Université de Miami alors qu'elle n'était pas super forte ces dernières saisons dans la place. Et des fois, c'est qu'ils ont un peu de choc ces dernières semaines. Ils étaient favoris pour gagner la conférence ACC et du coup aller au playoff, certainement être qualifiés même dès le second tour. Et pourtant, non, ils ont de choc. Ils ont perdu contre Syracuse, ils ont perdu contre Georgia Tech, ils ont perdu leur dernier match. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été au playoff, mais Cam Ward, on ne peut pas lui enlever sa belle saison et franchement, il mérite d'être nommé en tant que quarterback. Le dernier, c'est Dylan Gabriel, quarterback gaucher, c'est assez rare pour le préciser, mais quarterback de qui ? De Oregon, la meilleure équipe universitaire. Le joueur le plus important de cette meilleure équipe d'Oregon, c'est normal, ça aurait été un scandale qu'il ne soit pas nommé. Après, est-ce qu'il va avoir le Heisman, je ne sais pas, mais franchement, c'est un très bon quarterback que je n'hésiterais pas à drafter si j'étais un recruteur NFL qui a d'énormes qualités, un beau bras et des bonnes capacités de gestion d'équipe et de leadership. Alors voilà, Travis Hunter, Ashton Jeanty, Cam Ward, Dylan Gabriel, les 4 finalistes pour savoir qui sera le MVP de cette saison régulière de college football, qui sera le Heisman Trophy. Et là aussi, je vais pas trop m'avancer en disant que je pense que ce sera Travis Hunter qui le mérite vu ce qu'il fait de manière exceptionnelle des deux côtés du terrain. Son argument un peu pour se défendre, c'est que des bons running backs, des bons quarterbacks, on en a déjà eu dans le passé. Mais qu'un joueur hybride comme ça, c'est assez rare. C'est vrai que c'est exceptionnel. Et franchement, c'est un joueur que j'apprécie. Et moi, je le donne à Travis Hunter. C'est pas démérité pour les autres. Ça va aussi leur faire la visibilité pour être bien drafté la saison prochaine. Il n'y a pas de doute à ce propos. Et franchement, affaire à suivre pour ce trophée d'Heisman. Affaire à suivre pour les college playoffs et affaire à suivre pour faire une petite transition NFL pour savoir du coup qui joue le maintien en NFL, j'ai envie de dire, qui sont les moins bonnes franchises, qui du coup sont dans la course au premier pick de draft et qui pourra drafter Travis Hunter. Non, je sais pas, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. On sait que les Raiders sont très intéressés par son camarade de Colorado, Shedeur Sanders, son quarterback. Affaire à suivre, joueur à suivre, match à suivre. On le fera toujours ensemble, que ce soit en NFL ou au college football. C'était un plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Si vous pensez regarder les matchs de playoff et quelle équipe et quel joueur vous attendez dans ces matchs. On s'attrape très bientôt pour de nouveaux débriefs. Gros bisous. Gotcha.